Bonjour, aujourd'hui je reçois Laetitia Serrano. Bonjour Laetitia. Bonjour Daniel. Alors Laetitia, tu as accepté de nous parler un petit peu du bonheur selon les animaux, parce que souvent, ben voilà, majoritairement, on va mettre en avant le bonheur de l'humain, notre perception. Et j'avais souhaité un petit peu creuser et tu as dit OK. Ça, j'adore quand tu es réactif comme ça. Comment ils perçoivent déjà, est-ce que les animaux, dans leur généralité, perçoivent le sentiment ou l'émotion de bonheur ou la conception de bonheur? Et si oui, mais les questions sont multiples, on va les développer au fur et à mesure. Est-ce que ça peut être en fonction des espèces, il peut y avoir des perceptions différentes, ou est-ce qu'ils perçoivent tous plus ou moins cette notion du bonheur comme nous on le conçoit aussi, c'est toutes ces différences-là. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller explorer la perception du bonheur pour nous compagnons, mais pas que, parce qu'il y a aussi les animaux sauvages et les espèces qui nous entourent. Donc déjà, Laetitia, est-ce que les animaux, dans leur globalité, perçoivent ou conçoivent ce que nous, on appelle le bonheur? Alors, ils le perçoivent de façon plus forte quand ils sont très imprégnés par l'homme. Parce qu'en fait, le bonheur, ça peut être, on peut le prendre à un niveau finalement assez intellectuel. Du coup, là, un animal sauvage, lui, il fonctionne à 100% à l'instinct. Il va pas se poser de questions dans le sens, je dirais, intellectuel du terme. Donc en fait, un animal sauvage, lui, son bonheur à lui, mais qu'il n'interprète pas comme du bonheur, c'est simplement quand il arrive à combler tous ses besoins physiologiques, ses besoins, par exemple, d'interaction, si c'est un animal grégaire qui vit en meute, en troupeau, etc. Voilà, grosso modo, un animal sauvage, il a besoin d'un territoire qui lui est favorable, c'est-à-dire un territoire sur lequel il va trouver de quoi se nourrir et s'il se nourrit bien, il est capable de se reproduire et de faire perdurer l'espèce. Donc les animaux sauvages, ils sont vraiment dans ce côté très instinctif, très animal, et ils n'intellectualisent pas. Après, pour autant, un animal sauvage peut expérimenter quelque chose qui va le bouleverser émotionnellement, mais dans le mauvais sens du terme. Typiquement, la mort d'un petit, par exemple. Euh, je crois qu'il y avait déjà eu des documentaires qui montraient notamment une mère chimpanzé, donc vraiment sauvage, hein, qui avait mis bas d'un bébé mort-né. Et en fait, elle n'arrivait pas à abandonner le corps de son bébé. Donc, elle était vraiment, elle le serrait contre elle. Ça a duré plusieurs jours, tu vois. Elle n'arrivait pas à se détacher et vraiment, on l'entendait pousser des sons vraiment qui ressemblaient à des pleurs en fait chez l'humain. Donc, est-ce qu'on peut se dire qu'une maman qui met bas d'un petit en pleine santé, est-ce qu'elle est heureuse, elle se sent heureuse pour autant? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça pour un animal sauvage parce que, encore une fois, c'est assez intellectuel. L'animal, d'autant plus quand il est parfaitement sauvage et pas du tout imprégné par l'humain, il est purement par du ressenti, en fait. C'est quelque chose de très instantané, donc il intellectualise pas. Mais bien évidemment, un animal sauvage, si ses besoins ne peuvent pas être comblés, bah, il est en état de stress. Donc forcément, si on cherche à interpréter avec nos yeux d'humain, on peut s'imaginer qu'ils vont pas forcément, ces animaux-là, être très heureux. C'est plus facile de parler de la vraie notion de bonheur en ce qui concerne les animaux de compagnie parce qu'on peut effectivement faire un peu plus de liens, de comparaisons et de miroirs. Le bonheur chez un animal de compagnie, il est d'abord à nouveau purement animal, donc c'est quelque chose qui est très simple, très épuré, très instantané et très dans le ressenti, sans aller intellectualiser. Donc même pour un animal de compagnie, un animal, il est heureux à partir du moment où tu réponds à ses besoins, où tu lui proposes un cadre de vie dans lequel le cadre lui permet de combler ses besoins. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, ce qui va les animaux, si tu veux, ne vont pas dire, quand on pratique la communication animale, un animal ne va pas dire avec des mots humains, je suis heureux. Par contre, quand tu vas te brancher à lui, tu vas ressentir qu'il est heureux.
Tu vois, ça passe vraiment, tu sens le chakra du cœur qui est très ouvert, tu sens de la joie, tu sens de l'enthousiasme. Tu vois, c'est plutôt comme ça qu'un animal va manifester sa notion de bonheur. Et ce bonheur-là, il est vraiment conditionné à ce que cet animal a vécu, au vécu de cet animal. Si cet animal, par exemple, qui est dans la vie d'un humain, a vécu quand il était bébé le rejet par la mère, le fait que la mère soit morte, etc., euh, ça peut être compliqué pour lui, c'est-à-dire tout comme un humain, il peut porter cette blessure du rejet, de l'abandon, du deuil en fait d'un parent. Il faut savoir aussi que tu as des animaux qui vivent très très mal le sevrage. Donc la séparation d'avec la mère, il y a des animaux, c'est complètement neutre, et d'autres, ça va les marquer à vie, ça va influencer leur comportement. Et puis tu as aussi la séparation des fratries, qui peut être très compliquée pour un animal, qui peut laisser une blessure. Et donc à partir du moment où tu vois cette blessure, elle est vraiment, elle prend une place hein, chez cet animal de compagnie, bah, quelque part, cette blessure, elle peut conditionner cette notion de bonheur ou pas chez cet animal. Et donc, quelque part, si tu viens, je dirais, combler c'est peut-être ce manque que ressent l'animal, eh bien, il accède facilement au bonheur. Et le bonheur, encore une fois, chez un animal, c'est très, très simple, c'est très instantané. C'est vraiment une expression de joie, en fait, et d'enthousiasme. Tu vois, ça va être un animal qui va avoir envie de bouger, de faire des roulades, voilà, d'exprimer euh, de l'activité. Et c'est vraiment cette notion d'enthousiasme, en fait, à faire les choses et à être dans la vie. Mais par contre, un animal, quand il porte une blessure émotionnelle et que on ne vient pas combler ça, eh bien, très vite, il peut être déstabilisé. Des événements de la vie peuvent le déstabiliser. Et s'il retombe dans sa blessure, bah là, quand tu vas te brancher à lui, tu vas pas sentir de joie, tu vas pas sentir d'enthousiasme, tu vas sentir, bah finalement, tu vas presque pouvoir le résumer à sa blessure. Blessure d'abandon, blessure de rejet, ce sentiment d'être transparent aussi. Donc là, tu vois, on est vraiment effectivement dans des choses qui sont très proches de ce que portent les humains. Donc je dirais qu'un animal de compagnie, du fait que ça fait quand même très très longtemps qu'il y a des espèces animales qui sont extrêmement imprégnées par l'homme. Tu prends le cheval, le chien, le chat, voilà, ça fait partie des animaux les plus imprégnés par l'humain. Je dirais qu'ils ont une capacité intrinsèque au bonheur ou pas, exactement comme un humain, en fonction de l'énergie que porte leur âme, du message qui est encodé au niveau de leur âme. Ça va faire que le bonheur est plus ou moins intense, en fait, chez eux. C'est pour ça que, tu vois, il y a vraiment deux notions différentes entre, pour moi, l'animal sauvage et puis l'animal de compagnie. Mais le dénominateur commun, c'est que déjà, quand tu réponds aux besoins de ton animal, quelque part, tu lui offres aussi la possibilité d'être facilement sur ce chemin du bonheur, de son bonheur à lui. Donc, dans les besoins, il y a, comme je te disais, les besoins physiologiques, il y a un besoin très fort d'interaction en fonction des espèces. C'est primordial. Et il y a la notion de place aussi et de territoire, elle est primordiale. Un animal, il est heureux quand tu lui accordes le fait de pouvoir être un animal et non pas un ersatz d'humain dans ta vie. C'est pas parce qu'un animal de compagnie est profondément un miroir de son gardien, de sa gardienne, qu'il faut amener la confusion qu'il est un humain. Un animal, il n'a pas les mêmes besoins qu'un humain. Donc c'est important, tu vois, dans cette notion de bonheur, qu'il n'y ait pas cette confusion. Je prends, tu vois, l'exemple des chiens de petite race hein, qui sont souvent, en tout cas dans certains pays, c'est poussé à l'extrême, comme au Japon, par exemple aux États-Unis, où on les grime en fait. On les grime en humain. On leur met des casquettes, on leur met des lunettes de soleil, on leur peint les griffes avec du vernis à ongles, on leur teint les poils en rose fluo. Là, si tu veux, on rend impossible quelque part le bonheur à cet animal. Et c'est pas parce qu'on le fait coucher dans un lit qui ressemble à un lit à baldaquin pour chien, c'est-à-dire une maison de poupée, qu'il va être heureux.
Et c'est souvent là, d'ailleurs, où tu vois, il y a cette confusion où des gens pensent que parce qu'ils sont là 24 heures sur 24 pour leur animal, qu'ils le rendent heureux. Un animal, il a profondément besoin, des fois, qu'on lui lâche la grappe pour être heureux. Il a besoin de faire ses trucs d'animaux. Il a besoin, des fois, de sentir mauvais, parce que c'est très important pour lui d'avoir ses repères odorifères. Il a besoin oui, de pouvoir vraiment être dans ses repères purement animaux. Et ça, je crois que c'est déterminant, tu vois, dans cette notion de bonheur pour un animal. Euh, il n'est pas heureux quand on le prend trop pour un humain. Quand on lui donne à manger à la fourchette, parce que ça arrive parfois, il peut pas être heureux comme ça. Par contre, il est heureux quand il sent que en tant que son gardien ou sa gardienne, tu comprends l'enseignement et la guidance quelque part qu'il t'amène au quotidien et que tu es dans l'accueil de cet enseignement. Là, quand on se branche à des animaux qui ont un lien avec un gardien ou une gardienne qui s'est ouvert sur le vrai rôle des animaux dans notre vie, là, tu sens, quand tu te branches, en fait, tu as l'impression que c'est un feu d'artifice. Tu vois, ça donne du sens aussi à cette coévolution finalement entre les humains et les animaux. Alors, le bonheur, il n'est pas lié à une espèce en particulier. Justement, j'allais te poser la question si, en fonction des espèces, il y avait une perspective, une perception différente. Donc là, on va plus s'orienter vers les espèces dites de compagnie, bien sûr. Parce que comme tu l'as dit, après, la perception des animaux dits sauvages est autre dans nos conceptions. Donc, est-ce que en fonction des différentes espèces d'animaux de compagnie, alors peut-être les plus courantes, hein, comme tu l'as dit, chien, chat, cheval, peut-être lapin, peut-être rongeur, peut-être même aujourd'hui les nacs, euh, est-ce que leur perception du bonheur, pour eux, bien sûr, elle est indépendante de l'espèce? Est-ce que chacun va peut-être avoir une perception différente ou finalement ça se rejoint? Alors en fait, si tu veux, il y a vraiment les deux plans qui interviennent. Il y a à la fois le plan de conscience de l'espèce tout entière, c'est déjà quelle est l'histoire que porte. C'est un peu, tu sais, ce qu'on a évoqué dans d'autres vidéos, le fait qu'un animal, il a aussi quelque part le poids transgénérationnel de son espèce sur les épaules. Donc, quel est le vécu de cette espèce au cours des âges? Comment s'est passée la domestication de cette espèce par l'homme? Comment s'est passée la cohabitation? Comment s'est passée cette proximité? Les chevaux, par exemple, pour moi, ça fait partie des espèces animales les plus maltraitées au monde, très clairement. Euh, Parce que ça reste, euh, au global, finalement, ça reste un animal de travail dans la tête de beaucoup d'humains, plus que un animal de compagnie en tant que soi. Déjà parce que forcément, tu vis moins d'heures dans ta journée avec ton cheval qu'avec ton chien ou ton chat. Voilà, ton cheval, il va pas s'asseoir sur ton canapé dans le salon, contrairement à ce que peut faire un chien ou un chat. Mais le cheval, tu vois, c'est un animal qui, à travers les âges, a été utilisé comme un animal de travail, un animal de guerre aussi. Donc, cette histoire-là, elle est toujours présente, même chez un poulain qui naîtrait là aujourd'hui, il va être imprégné par cette histoire-là, en fait. Donc, ça vient quelque part un peu conditionner son bonheur. Et c'est vrai que l'humain avec lequel ce cheval va collaborer va être déterminant. Est-ce que c'est un humain qui va justement le renvoyer ce poulain vers ses mémoires de chevaux de travail et de chevaux de guerre, ou est-ce que c'est un humain qui va lui proposer un schéma où il y a plus de liberté, où il y a beaucoup plus de respect, où on répond justement beaucoup plus aux besoins et aussi aux besoins grégaires. Le cheval est un animal profondément grégaire. Il est heureux quand il vit en troupeau. Moi, j'ai dans mon entourage une personne que j'aime énormément, et alors il y a Claire Morin, que tu connais, mais il y a aussi une autre personne qui est passionnée de chevaux, qui est éthologue et qui fait un travail remarquable avec les chevaux. C'est une jeune femme qui s'appelle Aline Fillon. Et vraiment, voilà, elle a construit son bonheur, elle, en, en, en ayant un troupeau elle a un peu moins aujourd'hui d'une cinquantaine de chevaux, mais ces chevaux, tu vois, vivent vraiment
en semi-liberté, en ayant cette interaction à la fois avec leurs congénères et à la fois avec des humains, mais en étant finalement au maximum dans le respect de leurs besoins. Ben là, c'est des énergies qui les sortent de ce poids transgénérationnel, de cette histoire de chevaux de guerre. Donc forcément, ben, ces chevaux-là, quelque part, peut-être qu'ils accèdent plus facilement au bonheur Donc, qu'un cheval qui est tout seul dans un pré ou ouais, dans un c'est ce box. que j'allais te poser comme question justement, c'est qu'aujourd'hui on voit beaucoup de particuliers qui prennent un cheval, souvent un, hein, c'est rarement deux, même s'il y en a quand même. Donc on peut dire que quand ils sont seuls, ne sont pas spécialement heureux, c'est ça? Hormis, il y a quand même des cas, mais je dirais très rares, parce que le cheval est vraiment profondément grégaire. Donc, il a besoin d'interagir avec les autres. Mais ça peut arriver qu'un cheval ait vraiment des soucis en fonction, pareil, de son histoire, de qu'est-ce qu'il a vécu depuis il est sorti du ventre de sa mère jusqu'à aujourd'hui. Il y a des chevaux qui ont perdu toute sociabilité avec leurs congénères. Donc là, il n'y a pas trop d'autres choix que de les faire vivre seuls. Mais quelque part, la vie tout seul ne doit être, ça doit être pour moi le dernier recours. Et après, on peut quand même tenter avec d'autres animaux. Par exemple, il y a des chevaux qui s'entendent très très bien avec les chèvres, tu vois, ou des moutons, voilà, qui sont des animaux finalement assez résilients, assez neutres. Euh, Parce que le cheval a quand même besoin du repère de ses congénères. Voilà. Il y a beaucoup de chevaux dans les prés qui sont extrêmement malheureux quand ils sont tout seuls, hein. Extrêmement malheureux. Parce que là, tu vois, ça les insécurise en fait. Et ne serait-ce que parce qu'ils ne peuvent même pas faire fonctionner le contact, le fait de pouvoir poser ses naseaux sur un autre cheval, le fait de collaborer. Tu sais, ils ont tendance à se gratter les uns les autres, ils se frottent les uns les autres. Tu vois, tu n'as même plus cette collaboration en fait avec ton congénère. Donc c'est vrai que c'est pour ça que le bonheur de l'animal, je dirais que la première pierre à l'édifice, c'est déjà qu'on respecte ses besoins fondamentaux liés à son espèce. Ça, pour moi, c'est vraiment une base. Et ensuite, il faut de l'amour. Et il faut beaucoup, beaucoup de respect et de l'amour. Ce que tu dis est très juste en effet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut tous le bonheur, hein, significativement de nos animaux de compagnie, de ceux qui cohabitent avec nous, qui partagent nos existences, mais on veut leur bonheur avec notre regard d'humain. Et on en oublie majoritairement quels sont leurs réels besoins et Mais de oui, quelle manière les satisfaire ces besoins. Parce que on est à l'écoute d'une perception, comme tu disais tout à l'heure, une perception miroir. C'est l'exemple que tu as donné avec les chiens de petite taille. Rien que pour citer celui-ci, c'est vraiment, c'est souvent l'animal ressemble à son maître, mais dans la customisation entre la casquette, les lunettes, le vernis à ongles, ouais. le collier à strass, bon là, c'est des clichés. Mais même dans l'attitude que l'on a, on surinvestit l'animal en transposant vraiment ce bonheur Oui. miroir. C'est un peu Ben, ça. tu vois, oui, typiquement, par exemple, ben, de laver, souvent les petits chiens sont beaucoup lavés. Parce que comme on les porte dans les bras, on veut pas que la peau sente le chien. Or, c'est très agressif pour eux. C'est extrêmement agressif, même si tu utilises des produits bio, etc. Que ce soit un chihuahua, que ce soit un terre-neuve, un chien, il a besoin de sentir, il a besoin d'avoir une odeur sur son pelage, parce que c'est aussi un point de repère pour ses congénères en promenade. Il a besoin de marquer en se frottant, il a besoin que ça sente son odeur. Et typiquement, un chien que tu laverais trop souvent, sans même le faire dormir dans un lit à baldaquin ou lui faire porter une casquette à strass, c'est déjà ça, tu vois. C'est aussi d'admettre qu'un animal, il a vraiment des vrais besoins liés à son espèce. Donc, avant de prendre un animal, ça me paraît absolument essentiel de se renseigner sur les vrais besoins de son animal. Et après, dans une même espèce, tu peux aussi avoir des effets de race. Typiquement, tu vois, si on prend les chiens,
Tu as des chiens qui ont vraiment besoin de beaucoup d'espace, qui ont besoin d'énormément courir. Tu prends tous les huskies, tu vois, ces chiens-là qui ont vraiment besoin d'énormément d'exercice physique. Tu prends les border collies, tu prends les bergers australiens qui sont des chiens de troupeau, les labris, etc. Ben, en fait, il faut pouvoir aussi leur offrir des conditions de vie où vont avoir les Malinois. Regarde le nombre de Malinois aujourd'hui qu'on trouve dans les refuges, parce que beaucoup de gens ont été séduits par cette race, parce qu'il y a des chaînes YouTube qui mettent en avant cette race, mais les gens qui mettent en avant cette race sur YouTube, c'est des gens qui connaissent bien la race et qui donc sont capables d'offrir des conditions de vie à ces chiens-là, qui ont des besoins très, très spécifiques. Le Malinois, c'est très particulier comme race. Et donc, ça fait des chiens heureux. Mais beaucoup de particuliers ont flashé sur ce chien qui est beau, qui est plus petit en gabarit qu'un berger allemand, qui est hyper athlétique. Mais si tu as un chien athlétique, il faut le faire courir, c'est des chiens extrêmement intelligents, il faut le stimuler intellectuellement, etc. Et du coup, un Malinois qui est stimulé physiquement et intellectuellement, il peut être super heureux. Si en plus on lui amène de l'amour, il va être super heureux. Et il se trouve que beaucoup de gens ont pris des Malinois et aujourd'hui, ils sont quasiment tous en refuge parce que les gens n'ont pas compris quels étaient vraiment les besoins. Les éleveurs, je pense, n'ont pas non plus fait le job d'informer suffisamment, tu vois, c'est pour ça que cette notion de besoin, pour moi, ça doit vraiment être le socle. On ne doit pas faire l'inverse, on ne doit pas projeter, nous, nos désirs, surtout pas en plus des désirs esthétiques. Ça n'a rien à voir avec le bonheur, l'esthétisme, tu vois. Je voudrais aussi rajouter quelque chose, Daniel, c'est que un animal, il a aussi plus de facilité à être heureux quand il collabore au quotidien, quand il accompagne un humain qui lui-même s'autorise le bonheur. C'est important aussi, tu vois, cette notion qui est vraiment inhérente à cet animal de compagnie. Ça, c'est un bon terme, compagnie, tenir compagnie, accompagner. Mais un animal, il est quelque part, il est forcément bien plus heureux quand il appartient, quand il collabore, quand il vit au contact d'un humain qui est dans l'autorisation d'être heureux lui-même. Quelqu'un qui est dans cette interdiction au bonheur, et il y a des gens qui ont, parce qu'il y a des programmes transgénérationnels, parce qu'il y a eu des peut-être des événements compliqués à traverser, à dépasser, etc., des blessures difficiles à dépasser, qui sont dans une espèce aussi de fatalité, puis tu vois, d'interdiction au bonheur. Donc, comme l'animal est miroir, bah, tu vas aussi avoir forcément un impact sur la capacité de cet animal à être heureux ou pas. Donc là, on a parlé des chiens et des chevaux. Est-ce que pour les chats, c'est également pareil? Oui, c'est pareil, en fonction de l'histoire de l'âme de ce chat, du vécu de ce chat, c'est exactement pareil. Après, on dit souvent que les chats sont des animaux extrêmement indépendants. Ben oui et non. C'est sûr que encore une fois, si on revient à ce socle, les besoins d'un chat ne sont pas les mêmes que les besoins d'un chien. Pour autant, un chat, à partir du moment où tu le fais rentrer dans ta vie, il a besoin quand même de sentir que tu as ce lien avec lui et forcément, si tu es capable de lui exprimer de l'affection, il sera d'autant plus heureux. Mais il ne te le montrera pas forcément de la même façon. Un chien, il va te le montrer. Un chien a la capacité d'être très enthousiaste et de te le montrer par des roulades, par des sauts, par des aboiements, tu vois, des attitudes de jeu. Le chat peut être finalement son bonheur, l'expression de son bonheur peut être plus intérieure finalement. Et il y a des gens qui peuvent même douter de dire est-ce que je fais bien les choses pour mon chat parce qu'en fait il me montre rien. Mais le chat est un personnage particulier qui navigue à la fois dans le monde visible et dans le monde invisible. Donc il va peut-être moins manifester son bonheur alors qu'il peut être extrêmement bien dans sa vie. Il y a des chats, par exemple, tu vois, je te donne un exemple concret, je l'avais peut-être évoqué dans des précédentes vidéos, mais les chats étant extrêmement, extrêmement médiums et ce sont aussi de grands énergéticiens, notamment des nettoyeurs de lieux, de grands protecteurs de lieux.
Typiquement, tu vois, les chats qui ont en particulier cette fonction de protection d'un lieu et de nettoyage de lieu, ce sont des chats qui vont moins chercher le contact avec toi. Tout simplement parce qu'en fait, ils fonctionnent comme des aspirateurs, ils vont aspirer tout un tas d'énergie défavorable. Et donc, ils vont moins être dans la manifestation du bonheur, ils vont pas forcément venir à ton contact, se frotter contre toi, venir dormir sur tes genoux, où là, tu peux te dire, mais mon chat, il est vraiment tellement bien. Il est là sur le canapé, il vient sur moi, tu vois, ça peut être un chat qui, au contraire, va plutôt chercher à vivre en extérieur. Et du coup, là, très souvent, moi, je le vois en consultation, les gens, du coup, ont l'impression bah, qu'ils ne rendent pas heureux leur animal. Et qui disent, bah, en fait, mon chat, moi, j'ai l'impression qu'il m'aime pas, il se laisse pas vraiment caresser. Ben, peut-être qu'il serait plus heureux dans une autre famille. Alors qu'en fait, du point de vue du chat, tout se passe très bien. Au contraire, on le laisse quelque part être dans sa mission. Si sa mission, c'est de protéger, de nettoyer le lieu, ben, il est très heureux de ça. Il y a, tu vois, aussi cette notion euh, que moi, en tout cas, je partage vraiment, cette notion de mission. Le fait que l'animal, il rentre dans ta vie pour une fonction bien identifiée et la fonction d'un chat qui s'appelle Igor est pas forcément la même mission qu'un chat qui s'appelle Attila. Voilà, donc si tu lui accordes le fait de pouvoir être dans sa mission à tes côtés, c'est pareil, c'est un élément qui favorise son bonheur. Mais pour autant, il va pas forcément te le manifester de la même façon. Tu vas avoir des chats qui vont être extrêmement câlins, qui vont être très détendus. Le bonheur chez un animal de compagnie, tu le vois beaucoup aussi à la détente musculaire. Quand tu n'as aucune tension dans les muscles de l'animal, c'est que, tu vois, en fait, les animaux sont dans cet instinct animal où, à la moindre alerte, il faut pouvoir fuir ou il faut pouvoir se défendre. Donc, quelque part, il y a toujours, tu vois, un tonus musculaire assez fort. Quand tu vois un chat qui est comme ça sur le canapé, les quatre fers en l'air, la tête pliée sous une patte ou sous un coussin, bon, je crois que ça me paraît assez évident qu'il est heureux. Et ben pour autant, un chat qui fait le choix de ne rentrer chez toi que pour manger ses croquettes et qui évite les caresses et qui vit dehors, il peut être incroyablement heureux aussi parce que tu lui accordes. Si c'est pas, tu vois, quelque chose que tu lui imposes, le fait de vivre à l'extérieur de chez toi, que tu ne fais que répondre à quelque chose qu'il exprime. Il a besoin de vivre à l'extérieur et tu respectes ça. Il est extrêmement heureux. Mais il ne te le montrera pas en venant sur tes genoux ou en étant dans des poses lascives sur ton canapé à côté de toi pendant des heures. Et en dehors des pauses lascives qui peuvent être distinctives, est-ce qu'il y a d'autres signes qui pourraient nous permettre d'observer si nos animaux de compagnie sont heureux avec nous, en notre compagnie, dans leur attitude? Alors là, on a parlé du chat, bien sûr, hein, par rapport à ses pauses, mais là, dans la généralité vibratoire, énergétique des animaux qui vivent avec nous, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent dire, ben voilà, cet animal est heureux dans cet environnement, ou à l'inverse, cet animal est malheureux, il serait nécessaire d'apporter d'autres informations pour qu'il éprouve un sentiment de bien-être. Est-ce qu'il y a des signes En fait, distinctifs? oui, en fait, alors c'est plutôt, on va prendre la question à l'envers, c'est plutôt les signes d'un animal qui n'est pas heureux. Là, tu vas avoir des signes, parce qu'en fait, très vite, ça va venir, un animal qui n'est pas heureux peut exprimer du stress, et le stress chez l'animal de compagnie va très vite. Alors, tu peux avoir des troubles du comportement, hein, un animal qui tourne sur lui-même, un animal qui aboie beaucoup, un animal qui, par exemple, devient destructeur, qui devient malpropre. Tu as aussi les plaies de léchage, par exemple, qui sont assez typiques des chiens et des chats. Euh, Parfois, quand un chien ou un chat est très stressé, il peut s'arracher les poils, il peut se lécher en fait au même endroit pendant des heures, enfin des jours et des mois, et jusqu'à ce que malheureusement il se fasse une ulcération au niveau de la peau. Donc ça, tu vois, c'est vraiment des phénomènes qui sont assez connus. Globalement, euh, je ne, ce que je dis n'est pas une vérité absolue, mais forcément, un animal qui est heureux, il a aussi plus de facilité à maintenir son corps dans un bon état de santé.
parce que c'est aussi une question, tu vois, de facteur stress. Ça ne veut pas dire que tous les animaux malades ne sont pas des animaux heureux, tu vois. Mais par contre, voilà, un animal qui est heureux, forcément, il a plus de... C'est exactement comme un humain. Un humain qui est heureux, ben, au niveau de son corps physique, il n'est pas forcément, s'il n'est pas stressé, il n'y a pas trop d'acidification au niveau de son corps. Donc, le terrain pour les maladies, on va dire, est moins favorable aux maladies que quelqu'un qui est en hyperstress. Quelqu'un qui est en stress, il peut pas être vraiment heureux. Ben, c'est pareil, tu vois, pour les animaux. Donc, tu vas avoir, ne serait-ce que l'état de santé, la beauté du poil, par exemple, de ton animal. Chez les chevaux, pareil, hein, tu vas vraiment avoir des signes. Un cheval qui est très stressé, il va montrer de la nervosité, il peut avoir des comportements, voilà, où il donne l'impression d'être un petit peu un animal en cage, en fait. Donc, tu le vois aussi, si tu veux, là, c'est de l'ordre du ressenti, mais est-ce que ton animal est serein ou pas? Et puis, cette notion d'enthousiasme. Est-ce que ton animal, il est tout le temps prostré dans un coin, il fuit l'interaction, ou est-ce il te montre de l'enthousiasme quand tu lui parles, quand tu es présent pour lui? Est-ce que si c'est un cheval, tu vois, qui vit dans un pré, est-ce que déjà quand tu l'appelles, quand tu te présentes à lui, il vient vers toi, ou est-ce qu'il fuit encore plus loin? Voilà, tu vas avoir aussi ces signes-là. Tu vois, un animal qui fuit l'interaction alors qu'avant il ne la fuyait pas, c'est qu'a priori il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et si ça n'est pas une maladie, entre guillemets, si ça n'est pas parce qu'en fait il a une souffrance physique, c'est peut-être parce qu'il a une souffrance émotionnelle. En parlant de souffrance, qui dit bonheur dit aussi des émotions autres. Et qu'en est-il des animaux qui atterrissent dans les refuges ou qui naissent dans les refuges? Est-ce que le fait d'être dans des interactions de sentiments d'abandon, ça génère des égrégores aussi sur les espèces et dans leur Bien sûr, perception du bonheur? Et oui, comment ça se passe? Parce que même en refuge, on peut observer des animaux qui vont très bien, qui sont épanouis et qui même au contraire vont préférer, on va ressentir ça aussi, vont apprécier leur environnement de refuge parce que peut-être il y aura des personnes, des humains qui vont s'occuper davantage d'eux que dans leur autre vie. Donc, oui. comment ça se passe pour eux quand ils atterrissent en refuge? Alors, globalement, quand même, très souvent, c'est le drame, hein. C'est différent, tu vois, effectivement, comme tu disais, d'un animal qui naît en refuge, où quelque part, c'est son premier repère. Ou un animal qui naît dans un élevage sordide, voilà, qui se passe dans des chiennes enfermées dans des mini-cages qui mettent bas et c'est dans des caves, il n'y a même pas la lumière du jour. Bah, si c'est ça ton premier repère, euh, forcément, bah, tu vas pas trouver trop à redire, entre guillemets, c'est ton repère, c'est ton premier repère, tu ne sais même pas qu'autre chose existe. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut pas tout faire pour les sortir de là et les rendre heureux. Mais un animal qui a connu une structure familiale, qui a connu, prenons dans le cas par exemple, tu vois, d'un chien qui a appartenu ou d'un chat qui a appartenu à une personne âgée, et cet animal est placé là soit parce que son humain est décédé, soit parce qu'il est parti en EHPAD. C'est le drame absolu pour cet animal. C'est vraiment, c'est un chaos qui est l'animal, toujours je reviens à ce socle, dans ses besoins, un animal, il a besoin de sécurité. Il a besoin qu'on respecte déjà son périmètre de sécurité qui est autour de son corps physique et il a besoin de sécurité tout court. Bah, c'est un refuge, malgré le travail merveilleux que font tous les bénévoles et tous les salariés des refuges, c'est tellement insécurisant. Tu quittes un animal, il quitte une maison avec un jardin ou il quitte un appartement avec des gens qui sont là, qui le nourrissent et qui sont là pour lui. Et il arrive dans un endroit où il se retrouve entouré de congénères qui, pour la plupart, sont quand même dans des niveaux de stress assez importants, dans un lieu qu'ils ne connaissent pas. Et puis, du jour au lendemain, ils dorment dans un box. Tu vois, donc c'est vraiment, il y a des animaux qui vont être marqués au fer rouge, vraiment littéralement par cette expérience-là. Il y a des animaux qui ne s'en remettront jamais. Il y a des animaux, ça va être complètement neutre, effectivement. C'est-à-dire qu'ils ont beau passer dans un refuge, quand ils vont être réadoptés, ils vont pas du tout rester bloqués sur ce passage en refuge. Et tu en as malheureusement vraiment, ça va
c'est comme un traumatisme qui peut être à vie. Donc, ça va donner des animaux qui vont être dans une dépendance affective extrêmement forte, qui vont rapidement tout ramener à ce risque d'être à nouveau abandonnés ou à nouveau séparés. Mais tu l'auras compris, ces animaux vont être adoptés par des humains qui eux-mêmes ramènent tout à l'abandon et à la séparation. Donc, quelque part, tout est juste. Et est-ce que ces animaux sont capables de se reconnecter avec une perception de leur bonheur ou ils s'en sont complètement coupés comme nous, finalement, quand on vit un trauma, on peut être dissocié. Il y a quelques animaux qui, comme je te disais, ne s'en remettront jamais. Globalement, si ces animaux sont adoptés par des personnes vraiment qui, comment dire, mesurent vraiment la responsabilité de prendre un animal qui a ce vécu-là d'abandon, et ben cet animal, il peut, dans 99% des cas, il va se réautoriser le bonheur. Voilà. Par contre, il faut forcément que les personnes, une fois qu'un animal a connu le refuge, la famille qui va sortir l'animal du refuge, elle se doit d'être extrêmement responsable et surtout dans la conscience du vécu de son animal et que donc cet animal, il a besoin quelque part de reprendre confiance aussi en l'humain, parce qu'il y a les bénévoles d'un côté où là, l'animal peut tout à fait faire confiance aux bénévoles ou aux salariés des refuges. Mais après, il y a l'humain. Quand on le ramène dans une maison, si il est parti d'une maison et du jour au lendemain, il se retrouve en refuge, quand on le ramène dans une maison, il peut se dire, bon, je vais rester là combien de temps avant qu'on me ramène en refuge? Donc, tu vois, il y a tout un travail de remise aussi en confiance. Et puis surtout, l'animal, il peut être heureux quand il a un passé de refuge, quand on accepte son histoire, quand on accepte en tant qu'humain le traumatisme de son animal. Tu vois, c'est que euh, ce qui se passe dans un certain nombre de cas d'adoption qui d'ailleurs échouent pour certaines, c'est que tu n'acceptes pas le traumatisme de ton animal. Donc, quelque part, si tu l'acceptes pas, tu risques de ne pas en tenir compte. Et du coup, l'humain est quand même un être assez pressé, assez impatient. Un animal de refuge, ça peut parfaitement fonctionner à partir du moment où tu acceptes son histoire et donc tu lui laisses le temps de reprendre confiance, de pouvoir se remettre, tu vois, justement dans cette notion de bonheur. Parfois, un animal, c'est une question de temps, il a besoin de temps. Je te donne un exemple personnel. Il y a des années de ça, une SPA m'a fait confiance et m'a laissé adopter un chien qui avait presque 13 ans, qui avait vécu quasiment 7 ans en refuge. Donc, il avait fait quasiment plus de la moitié de sa vie en refuge. Donc, en fait, il est né, c'était un chien de chasse. Il a eu une vie avec son chasseur. Et puis, quand il n'était plus assez bon chasseur, on l'a largué. Et puis, il s'est retrouvé en refuge. Et puis, c'est un chien qui n'attirait personne. Donc, on l'a même changé plusieurs fois de SPA, on l'a changé de département pour augmenter ses chances d'être adopté, mais personne ne s'intéressait à lui. En plus, il était hypothyroïdien, donc en très gros surpoids, etc., etc. Et moi, j'ai eu le coup de cœur. Et la SPA m'a fait confiance en me disant, on ne sait pas pourquoi on vous fait confiance, mais il y a un gros risque d'échec parce que ce chien, il a presque 13 ans. Il a jamais vécu, à l'époque, j'étais en appartement. Il a jamais vécu en appartement. Il risque de pas être propre. Il risque d'aboyer. Il risque si vous avez des chats, il risque de les tuer parce que c'est un chien de chasse. Et en fait, la SPA me projetait beaucoup de risques, mais en même temps, ils ont raison. Ils ne faisaient que leur travail de m'alerter sur voilà. Et moi, je me suis dit, ce chien, il est. Je voyais à quel point il était traumatisé, à quel point il était gentil, mais à quel point il était traumatisé. Et je me suis dit, il va avoir besoin de temps. Et en fait, pendant 6 mois, j'ai accepté que ce chien, chaque fois que je m'approchais de lui, il reculait. C'était donc, il fallait que j'anticipe pour pouvoir lui mettre sa laisse et pouvoir aller le promener, parce que le premier contact, vraiment, il fuyait, quoi. Mais j'ai accepté ça de lui. Et puis un jour, donc j'avais une autre chienne qui venait aussi de refuge, mais qui, elle, tu vois, avec la même histoire, n'avait pas le même traumatisme. Et puis un jour, je les promenais tous les deux. Et ce chien, pour la première fois en 6 mois, je l'ai vu exprimer du bonheur. Je l'ai vu se coucher dans l'herbe et faire des roulades. Ça a duré 10 minutes.
Alors que tu vois, avant, il marchait à côté de moi, un peu comme un zombie, comme il n'avait plus d'âme en fait à l'intérieur de lui. Et là, pour la première fois, je l'ai vu s'animer et se faire des roulades dans l'herbe. Et je l'ai regardé, j'en avais les larmes aux yeux, hein, parce que j'ai vu que ça y est, il avait dépassé et que il était OK pour peut-être être heureux, pour peut-être pour la première fois de sa vie. Et non seulement il a fait ça, il s'est relevé et il est venu, il s'est frotté à moi et il m'a plus lâché. Et je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort. Et à partir de ce moment-là, ça a été une histoire d'amour incroyable. Mais je lui ai laissé 6 mois. Tu vois, j'ai accepté que pendant 6 mois, ce soit un chien qui ne veuille pas que je le caresse, qui montrait qu'il avait peur de moi, et de ne pas lui en vouloir, de ne pas, moi, le vivre de mon côté comme quelque chose de frustrant. C'était pas frustrant pour moi. Moi, je le voyais vraiment comme un chien qui avait besoin qu'on lui lâche la grappe et qu'on le laisse exprimer aussi sa défaillance de confiance en l'humain. Et je te dis, ça a pris 6 mois. Et puis il y a eu ce déclic. Et ensuite, ça a été un chien que j'ai eu encore pendant 2 ans. Il est mort malheureusement d'un cancer, mais ça a été incroyable. Pour dire que voilà, un animal qui a connu le bonheur, puis on l'a déconnecté du bonheur, peut le retrouver en fait en fonction bien sûr de son histoire, de ce qu'il s'autorise lui à vivre, mais aussi en fonction de comment l'humain est capable d'accepter vraiment la blessure je parle de blessure émotionnelle de son animal. Et le temps d'un animal à un autre, un animal, il y a des animaux instantanément, quand ils sont adoptés en refuge, ils établissent ce lien d'amour et de confiance absolue envers leur nouveau gardien, nouvelle gardienne, et pour d'autres, ça peut prendre plusieurs mois. Voilà, moi, c'est ce que j'ai expérimenté et je suis ravie de l'avoir expérimenté parce que ça a été un enseignement remarquable. La patience, à quel point c'est important d'apprendre la patience. La patience, elle va aller dans les deux sens aussi, parce que c'est une éducation commune qui va permettre de favoriser une relation et peut-être d'apporter ce bonheur commun entre Bien sûr, l'accompagnant humain et l'accompagnant animal, parce que finalement, on s'accompagne mutuellement. tout à C'est fait, aussi ouais. ça. C'est vraiment une évolution, ouais, absolument, ouais, tout à fait. Mais l'animal est par définition patient quand il s'agit de son humain. C'est pas parce qu'un animal, par exemple, est nerveux, tu vois, physiquement, il y a des espèces ou enfin, je dirais plutôt des races qui peuvent être assez dynamiques et ils sont pas impatients pour autant. Ils n'ont pas cette problématique parce que c'est pareil, cette notion de patience et d'impatience, finalement, elle est très mentale. Elle est très binaire. C'est nous. C'est nous, humains, qui fonctionnons comme ça. Donc, on essaie aussi, encore une fois, par effet miroir, de placer sur nos animaux ces perceptions, ces interprétations-là Ouais, ouais, régulièrement. On est dans l'anthropomorphisme, qu'on le veuille ou non. C'est bien souvent sûr. ça. C'est souvent ça. Ouais. Le bonheur selon les animaux, on voit finalement ça appartient à peu de choses. Est-ce que quelque part, ça serait pas aussi une manière à nous transmettre, à nous humains, que notre manière de fonctionner peut-être est trop mentale et que les plaisirs simples, les rapports simples, finalement, c'est ça, c'est le message qu'ils nous transmettent dans leur perception à eux du bonheur. Il y a ça aussi. Ouais. Bien sûr, et tu vois, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de ce socle, hein, le socle des besoins. Euh, Parmi les difficultés que l'on a, nous humains, à être heureux, il y a que déjà tout simplement combien d'humains sont réellement capables de définir de quoi ils ont besoin. Tu vois, nos vrais besoins à nous. Parce qu'en fait, on est par l'éducation, alors je parle bien sûr du transgénérationnel, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais finalement, on nous apprend beaucoup à répondre aux besoins des autres. On doit répondre on n'est même pas sorti du ventre de notre mère, on doit déjà répondre aux besoins de notre famille, finalement. S'il faut dans cette famille être en échec amoureux parce que toutes les femmes depuis 4 générations ou tous les hommes sont en échec amoureux, ben, le besoin du clan, c'est qu'on répète certainement l'histoire.
Tu vois, en fait, on a tout un tas de besoins. On a peut-être besoin on attend de nous qu'on soit sage parce qu'on est dans une famille hyper normée et qu'il faut jamais faire de vagues. Euh, voilà, on répond déjà à ça, mais du coup, on se coupe de nos propres besoins, de quoi notre être a besoin, en fait, pour bien fonctionner. Et à partir du moment où finalement on se remet sur cette voie-là, on réapprend, et parfois on réapprend, on apprend tout court en fait, à être à l'écoute, à répondre, à identifier nos besoins et ensuite à y répondre. Et pour moi, tu vois, dans cette notion de bonheur, c'est peut-être là où les animaux sont remarquables. Parce qu'en fait, si on les laisse faire, eux, ils savent très bien de quoi ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de nous pour savoir de quoi ils ont besoin. Par contre, si on les coupe, effectivement, si on les domestique, donc on les coupe d'un territoire naturel, d'une forme de liberté, eh bien, on a la responsabilité de répondre à une partie de leurs besoins. Et dans les besoins, il y a cette interaction, donc avec aussi de la tendresse, de l'amour. Voilà, les animaux entre eux, les animaux grégaires, on nous montre souvent le côté conflictuel au moment de la reproduction, les combats, etc., la hiérarchie. Mais il y a énormément d'amour et d'affection dans les interactions entre les animaux. Tu vois? Donc, c'est important de se dire ça, que déjà, le- pour moi, c'est certainement l'un des plus bels enseignements et quelque part, c'est aussi, ça relie à l'amour universel que portent les animaux. Tu vois, cette notion de que le bonheur, il peut être finalement extrêmement simple, mais que ça nécessite que nous-mêmes, on soit capable d'identifier de quoi on a besoin, déjà de quoi j'ai besoin pour être heureux. Et ça va passer par un processus qui ne doit pas être mental. Et eux, justement, nous permettent d'interpréter ce processus non mentalisé parce que ils vont être beaucoup plus dans l'instinctif. Est-ce que certains animaux dits de compagnie, aujourd'hui, de par leur présence depuis plusieurs siècles près de nous, mentalisent un petit peu leur perception du bonheur ou pas? Est-ce que certains le mentalisent? Moi, je dirais pas vraiment ça. Et tu vois, moi, ce que je vois vraiment de plus en plus quand je fais de la pratique la communication animale, c'est à quel point ils attendent de plus en plus qu'on se remette dans nos ressentis, justement. Et donc, le ressenti, tu vois, ça passe. C'est vraiment la strate physique, la strate émotionnelle. C'est un autre espace que l'espace mental. Moi, je répondrai non à ta question. En tout cas, c'est mon avis à moi. J'ai pas cette perception-là. J'ai pas cette perception. Ok. En tout cas, je te remercie. J'ai une mouche qui me tourne autour. Est-ce qu'elle a envie de Ah. m'exprimer son bonheur? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est là. Euh, Merci déjà à toi d'être un petit peu le porte-parole aujourd'hui, du moins pour ce parallèle entre le bonheur perçu par les animaux et le bonheur perçu par les humains. Je vais forcément faire la passerelle. On va profiter des quelques dernières minutes et je vais te poser à toi, en tant que Laetitia, qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est exactement ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que moi, j'apprends, alors que c'était vraiment, je crois que j'avais une incapacité chronique au bonheur, parce que je venais d'un univers qui était très normé, avec beaucoup d'interdictions, beaucoup de répétitions, tu vois, beaucoup de loyauté à des mémoires, de malheur, de solitude, de choses comme ça et beaucoup de servitude au clan. Donc, il fallait répondre aux attentes et aux besoins du clan. Donc, pendant très longtemps, moi, j'ai été dans l'incapacité, j'étais dans l'illusion plutôt que je savais quels étaient mes besoins et que je savais y répondre. Et j'ai découvert que j'étais complètement à côté de la plaque. Donc, mon bonheur à moi, ça a déjà été d'apprendre à écouter quels étaient les besoins de mon âme et surtout pas de mon mental et de commencer à y répondre. Donc pour moi, le bonheur, les animaux m'ont montré à quel point ça devait être simple. C'est vrai qu'on dit souvent que voilà, le bonheur, ça peut être simplement, tu ouvres tes volets le matin et tu vois le ciel bleu, tu vois le soleil ou tu vois des nuages et tu sais qu'il faut de la pluie parce que la terre est sèche. Et rien que ça peut te rendre heureux. Et c'est vrai que moi, c'est certainement ça que les animaux m'ont transmis de plus précieux. C'est ce côté très dans l'instant présent, la force de l'instant présent.
Et le bonheur, pour moi, il est dans l'instant présent. Il est dans aujourd'hui, qu'est-ce que je m'accorde qui nourrit mon âme profondément. Et moi, ça passe par le métier que j'exerce et ce qui me passionne. Ça passe par ma famille, par mes amis. J'ai la chance d'avoir des amis remarquables. J'en profite pour faire un énorme bisou à Stéphanie, voilà, qui se reconnaîtra. J'ai la chance de pouvoir être accompagnée par des êtres poilus merveilleux. Et puis, j'ai la chance, voilà, je m'autorise à faire du chant, à faire de la danse, à, tu vois, proposer des stages dans lesquels je m'éclate. Enfin, je m'autorise, en fait. Le bonheur, pour moi, ça a été beaucoup, je m'autorise à être moi. Voilà. C'est un résumé qui est très fort. C'est s'autoriser à être soi. C'est le meilleur moyen de se mettre vraiment en chemin du bonheur. Eh bien, en tout cas, merci infiniment à toi, Laetitia, de ce beau parallèle entre toi, ta perception, mais également le regard des animaux sur qu'est-ce que c'est le bonheur pour eux et comment est-ce qu'ils le perçoivent. Parce que souvent, on l'oublie et on a tendance, comme on l'a déjà vu, à générer de l'anthropomorphisme et à penser, nous, avec notre mental, que telle ou telle chose est bon pour eux, avec vraiment une conception très limitée et très limitante. Et que là, en fait, de par ton regard et de par ta capacité de communicante animale, bah, tu ouvres aussi ce champ des possibles et ce champ des perceptions pour chacun. Merci Merci en tout cas, infiniment, Daniel, à Laetitia. nouveau de ton invitation. Et comme toujours, c'est un vrai bonheur de partager avec toi et puis avec le public de ta chaîne. Merci beaucoup, Daniel. Je te remercie infiniment. À très vite. À très vite. Merci. Au revoir.